Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Dumais-April, je suis conseillère aux événements et à la logistique chez Fadio. Donc, je suis très heureuse de prendre le relais de mon collègue Maxime pour l'animation de cette conférence. On arrive déjà à la dernière activité du jour 1, la semaine de la FAD. Je ne sais pas si on a des gens là, parmi nous qui en sont à leur première activité ou si c'est votre première, deuxième, troisième activité de la journée. Je vous invite peut-être à l'écrire dans le chat, qu'on apprenne à se connaître un petit peu, qu'on discute ensemble. Je vous invite d'ailleurs tout au long de la présentation à utiliser le chat qui est juste ici là, sur le côté de l'écran. On va prendre toutes les questions tout au long de la présentation, puis on pourra les poser à la fin à nos deux conférenciers. Donc, on se retrouve cet après-midi pour parler de la transition des personnes enseignantes du collégial vers les dispositifs hybrides de formation, donc des défis à relever. Et pour nous parler de ça, on reçoit René Bélanger, qui est conseiller pédagogique au Cégep de Matane depuis 2013. Il est membre du comité de mise en œuvre de Fadio et du réseau collégial d'Hérétique. On reçoit aussi Sarah-Jeanne Parent, qui est chercheure pour le CIRAD. Donc, bienvenue Sarah-Jeanne et René, ça va bien? Oui, merci, ça va très bien. Oui, merci. Super. Mais écoutez, je vous cède la place pour nous parler de ce beau sujet-là. C'est vous les experts, donc c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran juste ici. Merci d'être là. Donc, en fin de journée, première journée de la semaine de la FAD, donc un 4 à 5 avec nous, qu'on va essayer de vous rendre ça agréable pour présenter notre projet de recherche à les transitions des enseignants du collégial vers les dispositifs hybrides. Quand on dit collégial, là, les gens de primaire, secondaire ou universitaire, ne vous sentez pas exclus. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à ces modèles-là également. Donc, on va faire le tour ensemble. Au départ, je ne savais pas, mais là, Sarah-Jeanne n'a plus joint de nous, donc elle a travaillé en fait sur le projet. Donc, peut-être juste Sarah-Jeanne parler du CIRAD, un peu quel rôle qu'il a joué dans cette recherche-là. Oui, donc le CIRAD, on est un CCTT affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. De mon côté, ça, j'y suis chercheuse là, depuis 4 ans. Je m'intéresse aux enjeux liés à la pédagogie, au processus d'apprentissage, puis également aux enjeux liés à la diversité culturelle et l'inclusion sociale. Donc, bien heureuse d'avoir collaboré avec René à ce projet-là. Sarah-Jeanne, je ne sais pas si les autres c'est comme ça, je ne vois pas ton image. Je ne sais pas si ta caméra est allumée. Oui. Ah, OK. Les autres, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Oui, je vois quelqu'un qui dit oui, puis moi, Okay, je me vois aussi. On voit bien Sarah-Jeanne. C'est bon, c'est parfait. C'est juste de mon côté, mais c'est correct. Alors, on va partir ça ensemble. Donc, notre projet de recherche. Donc, le projet de recherche, pour moi, je vais juste parler de ma petite expérience comme conseiller pédagogique. J'ai adoré l'expérience du projet de recherche. Fait que je tiens des fois à le souligner qu'on a peur un peu de se lancer dans des projets de recherche, mais ça a été hyper instructif pour moi là, de travailler avec des gens. Donc, c'est Daniel Labillois, en fait, qui a lancé le projet au Cégep des Îles. Donc, il m'a embarqué dans le projet avec le Cégep de Matane. Donc, en cours de route, Daniel a quitté vers l'université, donc l'UQAR à Rimouski, et c'est moi qui ai poursuivi le projet, mais avec Pierre-Luc Gagnon, qui est co-directeur général, en fait, du centre de recherche, Louis Maccabé, qui est professionnel de recherche, analyse qualitative. On avait aussi Jonathan Crépeau qui a travaillé pour l'analyse qualitative et Sarah-Jeanne. Donc, c'est des gens hyper qualifiés qui m'ont amené dans un domaine que je ne connaissais pas, donc la recherche et tous les outils qui viennent avec. Dans la présentation, on va vous présenter un petit peu, c'est comme un projet de recherche, donc on va parler de la problématique que vous allez bien connaître, le cadre théorique, la méthodologie. On va parler de la collecte de données, donc c'est qui qu'on est allé interroger, comment on a fait ça, le portrait des répondants, la dimension iSup+, que vous ne savez pas c'est quoi pour l'instant, on va vous expliquer. On va parler aussi des recommandations, ça fait que dans ce volet-là, vous allez beaucoup vous reconnaître. On va aller voir les solutions suite à tous les gens qu'on a fait en entrevue, voir un petit peu les recommandations, les limites de l'étude, parce qu'il y en a eu des limites. Puis à la fin, on va prendre vos questions. On va garder un bon 15 minutes si vous avez des questions par rapport à notre présentation. Ce qui nous amène sans plus tarder justement au programme de recherche qui est le PAREA, donc les programmes d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. C'est des programmes qui sont destinés, oui, à l'enseignement supérieur. Je vois des collègues là, qui sont au niveau collégial.
Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on peut aller toucher un projet de recherche qui est sur l'enseignement comme tel, un projet de recherche sur l'apprentissage ou un projet de recherche sur l'environnement éducatif. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a lancé notre projet Aparea qui a été accepté. Donc, la problématique de départ, en fait, c'est que l'émergence et l'accès des nouvelles technologies ont favorisé l'avènement de modalités d'enseignement qui offrent plus de souplesse et de flexibilité aux étudiants par la mise en place de dispositifs de formation à distance. Donc, ça a grandement évolué dans les derniers temps. Donc, l'implantation, par contre, de ces dispositifs soulève plusieurs défis pour les enseignants travaillant en formation à distance, notamment en ce qui concerne la formation préalable des enseignants, l'accompagnement pendant qu'ils sont en formation à distance, ainsi que l'évaluation des apprentissages, qui est un enjeu majeur dans ce contexte-là. Donc, les objectifs du projet, on avait en fait, à partir d'un modèle européen ISUP que Sarah pourra définir tout à l'heure, on avait voulait voir un petit peu les défis que les gens avaient à rencontrer quand on passait d'un programme régulier vers un programme à distance, donc tout qu'on parle de dispositifs hybrides. Puis la contribution du projet au développement de l'enseignement collégial, c'est que les résultats de la recherche permettront de construire un modèle pour le réseau collégial québécois, intégrant les dimensions, les composantes validées du modèle ISUP et en dégageant des recommandations pour mieux réussir le passage de l'enseignement en présentiel à l'enseignement dans un dispositif hybride. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait aller chercher. On va vous parler des cadres théoriques sur lesquels on a travaillé, des cadres que peut-être que vous connaissez déjà. Donc, un, les typologies de la FAD et l'autre, ça va être le modèle ISUP que Sarah va définir. Donc, au niveau de la typologie, il est sorti sur le e-campus. Vous allez avoir la référence dans la présentation qu'on va soumettre après notre atelier. Donc, dans les deux modèles qu'on a utilisés, entre autres, il y a le modèle d'e-campus qui est sorti où on parle de la formation à distance, qui est une définition un petit peu plus simpliste des modalités. Donc, à distance, c'est formation sans déplacement sur les lieux physiques. On parle du comodal, qui est une activité de formation qui combine simultanément des modes en présence et à distance. Et le modèle hybride, en fait, qui est une activité de formation composée selon une formule prédéterminée d'activité d'enseignement et d'apprentissage en présence et à distance. Donc, c'est un peu le modèle là, assez simple là, qui regroupe ces termes-là. Juste vous dire que le FADIO avait développé aussi un cadre selon les modèles qu'on avait à l'intérieur de nos établissements membres. On n'est pas allé avec des grands mots à l'époque. On a dit on va prendre des modèles. Donc, on a téléenseignement, formation individualisée, auto-formation et hybride. Et à droite, dans la description, on avait fait des types de modèles parce qu'on s'était rendu compte que ça devenait difficile de qualifier certains modèles. On essayait de se comprendre entre nous. Il y avait une série de vidéos qu'on avait développées par rapport à chacun des modèles d'ailleurs. Mais bon, évidemment, modèle A, modèle B, ce n'est pas un nom qui est très accrocheur. Il faut aller voir la définition pour voir ce que c'est. Mais il y a toujours une polémique par rapport aux descriptions des modèles, là, malgré que ça fait plusieurs temps que les gens se positionnent là-dessus. Ici, je vous présente un petit peu des images, peut-être pour mieux visualiser c'est quoi les différents dispositifs. Donc, en haut à gauche, vous voyez une classe en téléenseignement qu'on appelle. Donc, c'est vraiment une classe branchée à une classe où l'enseignant dans une seule classe, puis on voit la classe à distance. Donc, il y avait des étudiants dans une classe qui étaient jumelés avec une autre classe à distance. Donc, tout le dispositif là, que ça demande autour de ça. Donc, les cours étaient asynchrones. Après ça, vers la droite, on voit un enseignant tout seul dans une classe qui enseigne. Donc, au lieu d'enseigner à son bureau, il a vraiment créé une classe où il enseigne à distance. Donc, ça peut être un autre modèle et les étudiants sont à la maison. En bas à gauche, en fait, on a des étudiants qui sont dans un collège mais qui reçoivent de l'enseignement d'une autre classe. Donc, ils sont seulement deux à ce moment-là. Et à la droite, en bas, on voit un enseignant qui est dans une classe avec des étudiants, mais des étudiants à la maison qui sont jumelés. Donc, au lieu d'être une classe qui est jumelée, c'est seulement des étudiants individuellement qui sont jumelés à la classe. Fait que tous ces modèles-là, on parle de dispositifs hybrides, mais il y a quand même certaines particularités selon le modèle qui est choisi. Puis on va le voir dans les gens qu'on a interrogés, c'est un peu tout ça qu'on avait. Donc, selon les questions qu'on a posées, ça peut changer selon le modèle qu'il y avait. Donc, il y en a qui sont un peu plus demandants que d'autres, dépendamment de ce qui a été choisi. Fait que ce qui nous amène à Sarah définir le modèle ISUP. C'était quoi ce modèle-là? Oui, donc ça, c'est le troisième cadre de référence qu'on a utilisé pour le projet. Le modèle ISUP, dont je vais démystifier tout de suite le nom, c'est bien simple.
Le I, dans le fond, le HY, c'est pour hybride, puis sup, enseignement supérieur. Donc, c'est un modèle qui a été élaboré par 6 universités européennes, puis qui visait là, à une typologie des dispositifs hybrides plus spécifiquement. C'est un modèle qui est particulièrement pertinent parce qu'il développe un cadre de référence là, qui permet de caractériser les dispositifs hybrides de formation, puis qui amène les enseignants à prendre une posture réflexive face aux différentes sphères qui sont impliquées dans la formation à distance, que ce soit au niveau tant pédagogique, organisationnel et matériel. Donc, le modèle s'intéresse vraiment à un ensemble de variables qui sous-tendent les dynamiques auxquelles font face les enseignants lorsqu'ils font le passage vers la formation à distance et plus particulièrement l'enseignement en hybride. Le cadre de référence a été développé là, par un collectif d'auteurs, notamment Charlier, Pereya et plusieurs autres collègues qui ont élaboré d'abord une grille d'analyse des dispositifs hybrides qui prenait en considération, comme je le mentionnais, là, autant les caractéristiques pédagogiques, organisationnelles, matérielles, relationnelles entre les enseignants et les étudiants. Puis, par la suite, ils ont réalisé un sondage auprès de au moins, je pense, 170, 175 enseignants qui ont décrit avec leurs propres mots les caractéristiques des dispositifs hybrides dans lesquels eux, ils travaillaient. Puis, ultimement, c'est 5 dimensions qui ont été retenues en lien avec les dispositifs hybrides. Puis, à partir des dimensions ciblées, les auteurs ont eu recours à des analyses statistiques qui ont permis de regrouper les propos des enseignants sous la forme de différentes composantes qui étaient associées à chacune des dimensions. Donc, tout ça semble bien abstrait pour le moment, mais vous allez voir dans la prochaine diapositive, ça va commencer un peu à devenir plus concret. Donc, on voit ici là, les 5 dimensions qui sont englobées dans le modèle ISUP, puis qui rappellent encore, c'est ça, les dimensions auxquelles les enseignants sont confrontés lorsqu'ils font la transition de l'enseignement en présence vers l'enseignement à distance. Donc, la première dimension est caractérisée par le temps qui est accordé à l'un et l'autre des modes, donc soit le présentiel et la distance, puis la répartition ainsi que le type d'activités qui sont prévues et scénarisées par l'enseignement dans chacune de ces phases-là. La deuxième dimension, quant à elle, fait référence au soutien à l'apprentissage des étudiants. Donc, il y a en soi 3 composantes. La composante cognitive qui porte vraiment sur la construction de connaissances, donc tout ce qui est le soutien au traitement de l'information, à la réalisation des activités, à la méthodologie. La composante affective, donc qui intègre les éléments qui soutiennent le niveau d'engagement des étudiants. Puis la composante métacognitive qui vise la construction de connaissances par une démarche réflexive sur les propres processus cognitifs des étudiants. Il y a également la 3e puis la 4e dimension qui porte sur l'environnement technopédagogique caractérisé par des formes complexes de médiatisation et de médiation. Donc, la médiatisation concerne les processus de conception, de production et de mise en œuvre des dispositifs. Et la médiation, elle est le processus de transformation que produit le dispositif même sur les comportements humains. Et finalement, la 5e dimension qui était abordée dans le modèle, c'était le degré d'ouverture du dispositif, soit le niveau de liberté de la personne en situation d'apprentissage par rapport aux situations d'apprentissage. Donc ça comprenait notamment tout le recours à des ressources externes, à tout ce qui peut être à l'extérieur d'un cadre habituel de formation. Donc, les travaux du collectif ISUP ont permis de dégager 6 types de dispositifs hybrides. Puis ces 6 types de dispositifs-là sont basés sur un continuum que vous connaissez très bien, qui est le continuum du paradigme enseignement-apprentissage, donc qui représente les différentes postures d'enseignement. Pour imaginer cette progression-là sur le continuum, les auteurs ont résumé l'évolution de la posture d'enseignement en utilisant une métaphore qui décrit où l'enseignant se situe. Donc, à l'extrême du continuum centré sur l'enseignement, par exemple, se situe ce qu'on appelle la scène. Donc, la scène, c'est très parlant comme métaphore. Donc, on pense ici à un enseignant qui serait davantage orienté sur le contenu, sur les ressources essentiellement textuelles. Puis ensuite, toujours centré sur l'enseignement, donc il y a l'écran où l'enseignant est surtout orienté sur les contenus, les ressources multimédia. Puis centré sur l'enseignement, on retrouve également le nom du type, là, selon dépendamment des articles qu'on lit, on peut retrouver soit l'appellation le gîte ou le cockpit,
où se situent les enseignants qui sont orientés sur l'organisation du cours, qui utilisent des outils et qui commencent tranquillement à intégrer parfois des objectifs plus réflexifs. Donc, évidemment, entre les deux extrémités du continuum, là, on voit des nuances. Puis, dans la diapositive suivante, on va voir donc les 3 postures qui se situent davantage du côté de l'apprentissage. Donc, il y a l'équipage qui concerne les enseignants qui sont centrés sur le soutien au processus de construction de connaissances et qui s'intéressent aux interactions interpersonnelles. Ensuite, le type métro, qui est davantage centré sur l'ouverture du dispositif de formation à des ressources externes et puis qui permet davantage de liberté de choix aux apprenants. Puis finalement, tout au bout du continuum centré sur l'apprentissage, on retrouve l'écosystème où là, l'enseignant vraiment exploite un grand nombre de possibilités, autant du point de vue technologique et pédagogique. Pour se situer dans tout ça, les auteurs du modèle ISUP avaient créé un outil qui permettait aux enseignants justement de voir leur positionnement en répondant à un questionnaire en ligne qui portait sur les caractéristiques de leur dispositif de formation. Donc, les résultats permettaient de voir où se situe l'enseignant puis d'avoir une réflexion, dans le fond, sur le type qui correspond auquel il pouvait être associé là, sur le continuum d'enseignement et d'apprentissage. Donc, ça donnait une espèce de toile d'araignée, comme vous pouvez voir ici, avec les différentes composantes, puis avec un pourcentage. Là. Comme là, par exemple, ici, on voyait un enseignant qui se situait davantage du côté de l'équipage. Donc, c'est un outil qu'on a utilisé là, dans le cadre de notre projet, là, comme vous allez le voir dans quelques instants. À la fin de leur projet de recherche, les chercheurs en fait, du collectif ISUP ont identifié 2 pistes qui pouvaient bonifier leur cadre de référence, soit l'ajout de la dimension évaluation des apprentissages, de même que celle de l'accompagnement des enseignants. Donc, au fur et à mesure de leurs travaux, on réalisé qu'ils n'avaient pas donné suffisamment de place à ces 2 dimensions-là. On a donc souhaité, nous, par l'entremise de notre projet, de s'attarder à ces 2 sphères-là dans le passage vers la formation à distance, puis de tenter à notre tour d'identifier les composantes qui pouvaient y être attachées. On a voulu également s'intéresser à comment les enseignants développent les compétences nécessaires à la réussite du passage vers la FAD. Puis à cet effet-là, on a également ajouté la dimension formation préalable. Donc, de là est née l'idée d'un cadre théorique, dans le fond, de ISUP, mais qu'on a appelé ISUP+, vu qu'on souhaitait y ajouter là, ces 3 dimensions supplémentaires-là. On va faire maintenant un petit tour du côté de la méthodologie, là, juste pour que vous ayez une idée de comment on a pu travailler sur les objectifs qu'on avait. On a d'abord donc ciblé une population qui était les enseignants des programmes réguliers, soit préuniversitaires et techniques du réseau collégial, et qui avaient fait l'expérience du passage de l'enseignement en présence vers l'enseignement en FAD ou en dispositif hybride et avant la pandémie de COVID-19, parce que, en fait, le projet a commencé en 2019. On était loin à ce moment-là de se douter de comment le projet allait être transformé en cours de route et de tout ce qui nous attendait. Mais au départ, on visait vraiment là, donc, les enseignants qui avaient fait cette transition-là là, dans un contexte où est-ce que ça avait été prévu et préparé là, dans leur établissement. L'équipe de recherche n'avait pas accès à une base d'échantillonnage qui listait les membres de la population cible. On a donc commencé par effectuer une recension de l'ensemble des aides pédagogiques individuelles du réseau des cégeps en s'appuyant sur le site de l'Association professionnelle des API. Puis, à partir de cette liste-là, on a procédé au cours des mois d'octobre et de novembre 2019 à une série d'appels auprès de l'ensemble des cégeps du Québec. Donc, ça a été quand même une étape assez laborieuse parce que c'est ça, on n'avait pas de liste ou de recension disponible. Donc, on a vraiment été, c'est ça, très, je dirais, persévérant dans notre désir de trouver le plus grand nombre d'enseignants possible là, qui pouvaient être concernés par ces enjeux-là. Donc, l'objectif des appels était de recenser là, tous les programmes, les cours qui étaient offerts entièrement ou partiellement à distance, puis de recenser justement les enseignants qui ont offert ces cours-là dans les collèges.
Suite à ces premières démarches-là, nous, on savait qu'on avait aussi des demandes de certification éthique à faire pour l'ensemble des cégeps qui allaient participer au projet. Donc, pour rendre le tout quand même viable, là, on a décidé d'inclure, de faire l'entonnoir puis de commencer à rapetisser un peu là, la population. Puis, on a décidé, comme critère d'inclusion, que les collèges qui participaient devaient avoir au moins 5 enseignants qui offraient un cours ou plus à distance. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu identifier 6 collèges, puis environ une banque de 160 enseignants qui correspondaient là, à ces critères-là. Les résultats de la recension ont été saisis là, dans un fichier Excel, puis la sélection des participants a été effectuée là, par un échantillonnage aléatoire simple. Donc, on a été vraiment au hasard, puis on a tranquillement pas vite bâti notre échantillon qui finalement comprenait 40 participants. Par la suite, les enseignants étaient contactés par courriel, un courriel par lequel on les invitait à une entrevue sur la plateforme Zoom. Donc, on va vous présenter là, dans la prochaine diapositive l'outil de collecte de données qu'on a utilisé. Donc, c'est un outil qui a permis de collecter des données autant quantitatives et qualitatives qui étaient divisées en 3 sections. Donc, la première section portait vraiment sur l'expérience en enseignement des participants. Puis, on voulait savoir un peu à qui on s'adressait. On dressait le profil de l'expérience, autant en enseignement qu'en FAD, notamment les formations aussi qui avaient été suivies, l'expérience d'enseignement spécifiquement au collégial, le nombre d'étudiants moyens dans les cours, puis les outils technologiques utilisés. Donc, vous allez avoir un peu un portrait de nos répondants dans quelques diapositives. Par la suite, la deuxième section du questionnaire reprenait les questions de l'outil d'auto-positionnement ISUP qui permettait à l'équipe de recherche de positionner les répondants par rapport au type de dispositif en ligne. Puis finalement, la troisième section du questionnaire était constituée vraiment d'une grille d'entretien semi-dirigée avec des questions qui étaient ouvertes pour amener les enseignants à élaborer le plus possible sur leurs expériences en lien avec les 3 dimensions supplémentaires, soit celle de la formation préalable, l'accompagnement qu'ils avaient reçu ou pas reçu, et puis tous les enjeux qu'ils ont soulevés là, par rapport à l'évaluation des apprentissages en contexte de formation à distance. Les données ont été traitées également en 2 temps. Donc, d'abord, il y a eu un traitement de données quantitatives réalisé à l'aide du logiciel d'analyse statistique SPSS. Donc, une analyse descriptive de ces données-là a permis de brosser un premier portrait des répondants, puis également d'avoir un portrait, là, de pouvoir situer les répondants par rapport à chacune des dimensions du modèle ISUP. Pour les données qualitatives, on a procédé autrement, évidemment. Donc, on a réalisé des analyses à partir d'un logiciel d'analyse de contenu. C'était le logiciel MaxQDA qu'on a utilisé. Puis, les résultats ont été présentés sous forme de récits de pratique. On souhaitait vraiment favoriser l'approche par l'analyse qualitative parce qu'on voulait vraiment aller chercher l'expérience vécue par les répondants puis mettre en évidence là, les représentations les plus tangibles de la formation préalable, de l'accompagnement et de l'évaluation. Donc, vous allez voir dans les résultats, justement, là, certains extraits d'entrevues qui nous permettent vraiment d'avoir un portrait plus concret là, des différentes situations vécues. Merci, Sarah-Jane. Donc, on arrive aux résultats. Donc, tout le volet scientifique, c'est pour ça qu'on s'entoure d'une bonne équipe quand on se lance là-dedans, parce que moi, j'étais entrevue, ça allait, mais tout le traitement des données, c'est un petit peu plus complexe. Mais j'ai appris beaucoup de choses comme trouver quelqu'un qui code toutes les entrevues audio, qui les écrit. Il y a tout un processus autour de ça qui est fort intéressant. Mais si on arrive à nos résultats, en fait, des gens qu'on a interrogés. Donc, vous pouvez voir ici un petit peu le niveau de scolarité des répondants. Juste dire la particularité au collégial, on engage les gens pour leur connaissance. Donc, après ça, tout le volet pédagogique puis le volet technopédagogique, j'en parle tout à l'heure, mais ce n'est pas nécessairement, c'est pas comme primaire, secondaire, bon, tout le monde a un bac en enseignement, ce n'est pas la même chose, ça fait au collégial. Donc, on peut voir que 45% des répondants possèdent une formation de premier cycle universitaire, 40% possèdent une formation au 2e cycle, donc à 7,5 soit qui ont une formation collégiale
ou une formation de troisième cycle universitaire. Donc, c'était l'échantillonnage qu'on avait à travers nos répondants. Nombre d'années d'expérience en enseignement. Ça, c'est le volet qui est intéressant. Donc, on en a 15 que c'était moins de 5 ans, tout nouveau. 5 à 10 ans, 35 que c'était 5 à 10 ans. 11 à 20 ans, on avait 30 on avait 15 de 21 à 30 ans et on avait des enseignants de grande expérience. 31 ans et plus, on avait 5 de nos répondants. Et maintenant, quand on bascule dans le volet à distance, ça fait c'est quand même assez récent, la formation à distance. Et là, les chiffres sont un peu différents. On a 20 des répondants qui ont dit avoir indiqué entre 5 et 10 non, 20 des répondants entre 5 et 10 ans en formation à distance. 10 ont répondu en 11 et 20 11 et 20 ans, excusez. Donc, ça, c'est vraiment nos pionniers. Là, ça fait presque 20 ans qu'ils font de la formation à distance. Puis, 70 des répondants, c'était moins de 5 ans. Donc, c'était tout récent pour eux, la formule à distance. Positionnement des répondants par rapport au modèle ISUP. Donc, est-ce que je suis centré sur l'enseignement ou sur l'apprentissage? Parce que la prémisse de départ, on pouvait dire, bien, plus tu es accompagné, plus tu utilises les dispositifs, plus tu es centré vers l'apprentissage plutôt que l'enseignement. Et les résultats tendent à ça. Donc, en fait, les résultats montrent que le type équipage à presque 45 écosystème à 42 regroupe la très grande majorité des répondants. Donc, presque 87 des gens se situent dans le paradigme de l'apprentissage. Puis après ça, bien, viennent le métro ou le gîte à 2,6 ou la scène, fait que c'est plus centré peut-être vers l'enseignement. Donc, vraiment, déjà, nos enseignants québécois pointent beaucoup vers le paradigme de l'apprentissage, ce qui est une bonne nouvelle là, par rapport aux données ISUP qu'on avait eues, que c'était un peu plus de tendance vers l'enseignement. Donc, les dimensions qu'on voulait ajouter, la formation préalable des enseignants, l'accompagnement des enseignants et l'évaluation. Donc, c'est là qu'on est allé en entrevue en fait qualitative, et c'est là que moi j'ai eu beaucoup de plaisir parce que oui, je supporte les enseignants chez nous, mais là d'aller voir dans d'autres collèges qu'est-ce qui se fait, ça m'intéressait énormément. Puis ça donnait un portrait assez variable. Donc la formation préalable, on désigne des initiatives de formation qui sont structurées, permettant aux enseignants d'acquérir les connaissances et les compétences technopédagogiques nécessaires afin de réussir la transition de l'enseignement en présence vers l'enseignement à distance. Donc, qu'il existait quelque chose pour aider ces enseignants vers ce passage-là. Et ce que je vous parlais un petit peu tout à l'heure, le fameux modèle TPAC qui est quand même important, c'est que les gens collégiales sont engagés en fait pour le contenu, leur matière, leur connaissance, mais tout le volet pédagogique et le volet technologique, évidemment, ils ne l'ont pas nécessairement. Donc, c'est tout un défi pour eux de se lancer à distance puis de maîtriser tout ça, faire l'interaction entre tout ça pour arriver à quelque chose qu'ils maîtrisent dans leur enseignement. Donc, j'ai mis des extraits d'entrevues à l'intérieur de la formation préalable pour vous montrer un petit peu le portrait de ce qui pouvait se dire. Avez-vous déjà eu une formation ou dans le volet technologique pédagogique? Donc, il y en a qui ont dit, bon, on a une super belle équipe qui nous soutient. Si je veux essayer de nouvelles choses, il y a toujours de nouvelles choses à proposer. Donc, il y en a qui sont super bien soutenus. Il y a une équipe qui est là présente qui peut les amener à avancer puis à expérimenter des choses. Il y en a qui disent qu'il y a des gens qui sont dédiés à ça, donc à les accompagner, à les former. Ça existe, mais ça ne fait pas si longtemps. Là, il faut que vous vous rappelez qu'on les a interrogés en octobre-novembre 2020. Donc là, il y en a encore qui avaient un petit peu la pandémie. Ah là, ça a débloqué, il y a des formations, mais si on avait pu les interroger juste avant, ça aurait peut-être été différent. On lui disait de ne pas considérer la pandémie, mais il y en a que ça revenait un petit peu dans leur témoignage. De la formation, il y en a qui disent que c'est vraiment minimal, très théorique. Puis, on n'est vraiment pas dans la pratique. Donc, voyez-vous que c'est assez variable. Donc, c'est important de bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. J'ai dû beaucoup faire appel à des collègues de d'autres collèges. Donc, il n'y avait pas grand-chose chez eux. Il y avait des connaissances d'un autre cégep qui faisait de la formation à distance. Donc, ils appelaient d'autres personnes pour les aider. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, ben moi, quand j'ai commencé, il y en a qui avaient plus d'expérience. Moi, quand j'ai commencé, je ne suis pas au courant qu'il y avait de la formation. Ça fait qu'ils se sont lancés là-dedans sans trop être guidés nécessairement. Ce qui m'amène, en fait, suite à ça, on a qualifié toutes les données pour aller voir, bien, dans notre nouvelle dimension qu'on va lancer, quelles composantes on pourrait donner si on veut faire une autre analyse. Donc, recours aux connaissances et compétences numériques acquises antérieurement de la pratique professionnelle. Donc, ça pourrait être un type de question qu'on irait poser aux gens pour voir s'ils se positionnent plus dans l'enseignement ou vers l'apprentissage.
l'expérience et l'historique organisationnel en matière de formation des enseignants à l'interne. Donc, il y a des organisations qui ont une très grande expérience, c'est hyper structuré, les gens passent par un processus formel, alors qu'il y en a d'autres, c'est un peu plus aléatoire. L'intérêt des enseignants vers l'apprentissage et l'application de la technologie numérique, il y en a qui n'aiment pas beaucoup ça, mais quand tu te lances à distance, bien évidemment, tu as des outils à utiliser. Mise à disposition de ressources humaines de l'établissement consacrées à de la formation des enseignants. Donc, ça pourrait être le type de question qu'on pose. Est-ce qu'il y a une équipe de formation qui est là pour vous aider puis vous encadrer? Puis, on a aussi les ressources d'auto-formation mises à la disposition par l'établissement. Donc, ça, il y en a qui en avaient, il y en a qui n'en avaient pas. Donc, ça pourrait être un élément important de la transformation de l'enseignant s'il y a un bon processus d'auto-formation et des ressources. Bien là, vous savez qu'au fil du temps, il s'est développé beaucoup de choses durant la pandémie, la formation d'Ateluc, Cadre 21. Donc, il y a des choses qui pourraient aller aider énormément les établissements pour combler peut-être ces éléments-là là, qui étaient rapportés dans les témoignages. Pour l'accompagnement des enseignants, donc là, on parle plus, une fois qu'ils ont une formation, ils sont on dit, on les mains dans la sauce. Là. Alors là, ils travaillent puis ils sont vraiment à donner des cours à distance. Donc, l'accompagnement qu'ils ont bénéficié, y a-t-il des gens qui les ont aidés au niveau technique, pédagogique, tout au long de leur parcours? Donc, dans les témoignages, on a requis, bien, il y en a qui ont de la coordination FAD, qui est une libération, et quelqu'un est là pour dénouer les problèmes. Donc, il y en a qui ont libéré des fois un prof d'expérience pour aider les autres. Des fois, c'est un conseiller technopédagogique qui était là, ou des fois des conseillers pédagogiques. Il y en a qui disent que l'accompagnement, c'est juste dérégler le problème technique. C'est un technicien qui vient parce que la bébelle ne fonctionne pas. Donc, l'accompagnement, ça se résumait un peu au volet technique durant les cours. La formule qui est offerte favorise chacun pour soi, tout le monde dans son bureau, c'est-à-dire que soit de la formation à la pièce parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, on appelle, puis je vais aller t'aider dépendamment où tu es rendu dans ton expérience de formation à distance. Il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de capsules qui sont déposées, donc des capsules vidéo. Il y a du partage de l'enseignement qui est fait par les pairs. Puis, les bons coups sont soulevés. Donc, il y a un genre de réseau qui s'organise un peu structuré pour partager les bons coups. La technique, bon, il y en a qui disaient, moi, le volet technique, j'ai besoin de plus d'assistance. Donc, l'enseignement pédagogique Chabot, mais quand on le transpose à distance, ce n'est pas si évident que ça, finalement. Il y a des choses aussi qui sont en place, des choses qui sont déjà faites qui peuvent être partagées, mais la personne trouvait peut-être que le cégep ne ramassait pas assez tout ce qui se faisait. Donc, peut-être un endroit de partage. On parle des fois d'un Teams actuellement où on peut au moins ramasser les bonnes pratiques qui se fait à l'intérieur du collège. Le partage de pratiques en début de processus, c'était vraiment aidant, donc des groupes animés pour ceux qui se lancent dans la formation à distance. Ça fait que c'est tout le volet accompagnement. Et on avait aussi l'aspect plus pédagogique. Des fois, il y en a qui en parlaient, il y en a qui n'en parlaient pas, mais là, c'est là qu'on se rend compte que dépendamment de leur aisance, ben là, il y a un volet pédagogique aussi qui doit s'installer. Puis, Alexandre, tu mentionnes entre autres les groupes de communautés de pratique, tout ça. Bien là, c'est là qu'on voit l'importance du cheminement, de l'accompagnement professionnel des gens qui se lancent en formation à distance. Fait il y en a qui l'avaient informel dans leur collège, puis il y en a qui aimaient mieux que ce soit, évidemment, c'est un souhait que ce soit une dimension ou en tout cas des ressources proposées dans leur collège. Si on y va au niveau des dimensions, bien, ça donne accompagnement offert aux enseignants par les ressources humaines internes de l'établissement. Ça peut être en fait une composante de la dimension. Accompagnement offert aux étudiants par les ressources humaines à l'interne. Donc, on a parlé beaucoup d'accompagnement des enseignants, mais il y a beaucoup de profs qui ont dit que les étudiants aussi ont de la misère. Donc, le volet accompagnement des étudiants, l'établissement pourrait le prendre en charge. Libération de tâches suffisantes permet aux enseignants d'assimiler la réalité FAD. Donc, on a-tu du temps pour ça? C'est long, il faut s'approprier, il faut refaire nos cours. Fait que ça a été mentionné aussi. Donc, ça peut influencer la transformation pédagogique d'un enseignant s'il y a du temps ou il n'y a pas de temps. Ça pourrait être un critère. Accompagnement soutien d'affaires par les pairs aidants. Donc, on parle un peu de tutorat. Ressources d'auto-formation. Est-ce qu'il y a des vidéos disponibles à l'interne ou à l'externe? Puis, recours à des espaces de discussion et d'entraide. Bien là, ça serait structuré, un peu comme Alexandre parle, communauté de pratique, communauté d'apprentissage. Ça pourrait être fort intéressant aussi de le mettre en place. Donc, on comprend que si on a ça à l'intérieur de l'établissement, c'est plus favorable au développement professionnel. La dernière dimension qu'on voulait voir, c'était l'évaluation. Donc, l'évaluation en formation à distance, Dieu du ciel, que c'est compliqué, comme on dit. Avec ChatGPT qui vient d'arriver, là, vous
Vous allez voir que même dans les réponses en 2020, ce n'était pas la réalité. Sûrement que ça changerait si on les questionnait aujourd'hui. Donc, des extraits un peu, bon, les évaluations leur demandaient un petit peu comment que ça se passait pour eux. Est-ce que c'était qu'il y avait des changements? Est-ce qu'il y avait un changement de pratique? Est-ce qu'ils étaient satisfaits? Vous allez voir dans le rapport, on a encore plus de choses là, sur l'évaluation. On a beaucoup d'éléments. Mais je suis allé ressortir quelques extraits. Donc, il y en a un qui dit, ben, moi, je reçois des travaux, j'ai corrige. Fait que ce soit en distance ou à présence, c'est pareil. Mais ça, c'était avant ChatGPT. Je demande de faire des travaux à la maison sous forme de dissertation d'analyse. Donc, que ce soit en ligne ou en présence, il n'y a pas de différence. Il y en a qui disent qu'il faut juste les adapter. Donc, des fois, il y en a, c'est des ajustements minimaux. Il y en a qui c'est plus en profondeur, qui demandent une plus grande réflexion pour aller se rapprocher le plus possible de la compétence. Il y en a qui disent malgré l'ouverture des caméras ou de la surveillance, il y a quand même des failles là, par rapport à la présence. Donc, ça demeure une inquiétude pour eux. On essaie de faire des examens plus pratiques. Idéalement, il faudrait des examens soit un peu différents pour tout le monde. Donc, là, on parle un peu de différenciation, voir des choses. Évidemment, ça demande du temps. Il y en a aussi qui disent j'ai de la misère quand même à prétendre que j'ai une aussi grande précision qu'on pouvait avoir en présence. Donc, là, lui, il fait la différence dans la transition. Je trouve qu'à distance, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'il peut évaluer. Il y en a qui disent, bon, souvent des mises en situation. Je trouve une certaine satisfaction, mais je suis en évolution. Ça fait que là, il y a des profs qui étaient vraiment en transformation ils se re-questionnaient sur la pertinence de leur évaluation parce que la transition amène ce questionnement-là au niveau de l'enseignant aussi. Donc, les composantes qui se dégagent de ça, de cette dimension-là, on a sorti recours à un processus d'adaptation et de mise au point des pratiques évaluatives propres en contexte de FAB. Donc, on pourrait parler, est-ce que votre établissement a un gabarit? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait par rapport à ça ou c'est juste une transposition? On parle aussi de recours à des stratégies d'évaluation d'apprentissage des apprenants. Est-ce qu'il y a des évaluations présentielles, formatives, descriptives, dans un contexte authentique? Donc, ça pourrait démontrer une transformation de l'enseignement aussi. Recours à des stratégies d'intervention en matière de plagiat. Est-ce qu'il y a une approche éthique, une approche technopédagogique? Comment vous combinez ça pour contrer le plagiat? Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport au plagiat? Renforcement des relations entre enseignants et étudiants en matière d'évaluation à distance. Proximité, confiance, familiarité, collaboration, participation. Il y en a qui nous ont parlé des contrats moraux qui passent avec leurs étudiants. Donc, c'est vraiment une relation de confiance, surtout quand on parle d'une technique de 3 ans, ils se développent une relation avec les étudiants. Donc, ça a été un sujet qui est abordé. On trouvait ça intéressant. Recours à des stratégies en matière de suivi. Donc, tout l'encadrement, la rétroaction, la correction des entrevues. Il y a un excellent recto-verso que Fadio a développé sur l'encadrement qu'on a présenté l'année dernière. Donc, ça peut être un élément aussi de solution par rapport à ça. Donc, ça, c'est les composantes qu'on a trouvées par rapport à la dimension de l'évaluation. Maintenant, ce qu'on arrive aux recommandations, c'est le volet plus recherche, mais ça a quand même présenté des constats où on s'est dit, bien là, il y a peut-être des recommandations à faire. Ça peut être très pratique pour vous, en fait. Donc, mettre en place des initiatives de formation préalable. Là, on a, comme je disais tantôt, Cadre 21, TELUC, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc, l'établissement qui se lance en formation en fait, s'il ne développe pas à l'interne, pour au moins aller chercher des ressources externes. Instaurer des processus de mentorat, donc une série de points là, que vous pouvez aller chercher pour améliorer la formation préalable, parce qu'évidemment, il n'existe pas tant que ça. C'est rare qu'on va engager quelqu'un qui va dire, ben oui, j'ai une maîtrise en technologie éducative, en plus de ma maîtrise je ne sais pas, en soins infirmiers, puis tout ça, donc c'est assez rare que ça va arriver. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place à l'interne, des guides. On a parlé aussi de guides. Donc, on parle entre autres des tutoriels qui ont été développés pour l'utilisation des outils. C'est toutes des choses qui sont des recommandations, en fait, que les établissements pourraient faire. Pour ce qui est partie de l'accompagnement, la disponibilité d'un technopédagogue qui est dédié, en fait, à ces gens-là, on peut penser que c'est d'emblée comme ça. On a pu constater que ça ne l'était pas nécessairement. Donc, des fois, c'était lancé un peu rapidement sans nécessairement avoir tout mis l'équipe autour là, pour bien fonctionner. L'équipe technique aussi qui soit disponible, instaurer une culture d'échange, mise en place de lieux d'échange structurés. Des fois, ça peut être physiquement, mais ça peut être virtuellement aussi où on peut partager nos choses. Programmer et planifier des micro-formations. Les enseignants me disaient, Mané, quand tu me donnes une formation, j'ai la tête pleine, c'est juste trop tout de suite en commençant. Donc, on aimerait ça au fil du processus de nous offrir des micro-formations pour, OK, là, j'ai intégré ça, tu peux m'en amener un peu plus loin, puis je vais prendre le reste.
assurer la disponibilité de l'expertise, des services adaptés pour accompagner le conseil pédagogique. Fait que là, il y a tout le contexte des élèves en difficulté. Ça aussi, ça nous a été mentionné. Donc, un étudiant qui a besoin d'une heure de plus, lui, il a une dyslexie, lui, il y a un autre problème. Donc, quand on rentre dans la formule à distance, ça devient notre clientèle. Donc, il faut un peu plus travailler avec ça. Et la dernière, c'est les pistes, en fait, pour l'évaluation à distance. Donc, on reparle encore de la communauté de pratique parce que c'est un enjeu majeur. Les gens étaient plus ou moins à l'aise aussi à travailler avec ça. Confier aussi des ressources dédiées à ça. Quand on parle d'évaluation, on parlait d'avoir un technicien ou un technopédagogue disponible. On parlait aussi de concevoir les outils. Puis on parle d'alignement pédagogique. Là, quand on fait une évaluation, on a déjà utilisé l'outil technologique avant dans le formatif pour ne pas créer une angoisse là, chez l'étudiant. Puis, la dernière partie, les grandes recommandations, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui sont directeurs adjoints ou qui voudraient instaurer des choses. Donc, c'est des grandes choses que l'institution pourrait ramasser, entre autres, s'assurer d'une veille technologique, de monter une équipe technique qui est vraiment à l'affût des choses en formation à distance. Évaluer les répercussions de tout changement d'outils technologiques. Parce que des fois, on dit, ah, ben, ça coûte moins cher Zoom, on va prendre Teams ou vice-versa. Puis on dit, hey, l'année prochaine, en septembre, on commence avec cet outil-là. Bien là, ça a un impact, ces enseignants. Il faut tous se réhabiliter nos affaires, il faut qu'ils reconstruisent les choses. Fait qu'on a beaucoup, les gens nous ont beaucoup mentionné que ben là, c'était gratuit, puis là, notre établissement a changé d'outil, puis là, nous autres, on est pris là-dedans, puis on ne sait pas quoi faire. Fait que ça a un impact important. Assurer la stabilité des outils aussi, pour avoir une vision à long terme du développement des outils. Si on veut que les enseignants s'investissent dans des outils, on doit avoir une vision quand même assez à long terme. La communauté, avoir une communauté de formation à distance dans l'établissement, parce qu'on peut parler de politique, de plagiat, des choses comme ça, c'est que ça prend quand même un comité pilote qui pourrait être à l'affût de ça. Puis assurer une formation préalable de base aussi aux étudiants, l'étiquette, méthodologie. Fait que ça, c'est un petit peu des recommandations qu'on avait. Si vous êtes là-dedans, vous le voyez un peu, là, ça fait du sens avec vous, mais c'est vraiment le témoignage qu'on a recueilli des gens. Bien, on est allé le formuler un petit peu plus en recommandation pour vous. Ce qui nous amène aux limites de l'étude, en fait, parce qu'on en a eu des limites. Donc, Sarah-Jane, je te laisse aller là-dessus. Oui, des limites, c'est ça, des obstacles qu'on a rencontrés, mais aussi des limites que le projet a là, en termes de généralisation des résultats. Tout d'abord, il y a le contexte pandémique, hein, c'est un incontournable. Bien que le projet là, a été amorcé en 2019, la majeure partie des étapes ont été effectuées dans le contexte de la pandémie. D'une part, la planification, la réalisation des étapes du projet là, ont certes été bouleversées par la fermeture des établissements scolaires en mars 2020, puis après ça de manière intermittente, mais d'autre part aussi en cause dans le fond, en raison du contexte pandémique, la majorité des enseignants collégiaux ont dû migrer vers la FAD, des fois complètement en ligne, parfois en mode hybride. Fait que c'est sûr, ça a vraiment modifié complètement là, le portrait de la FAD dans le réseau collégial, là, tant par rapport au nombre d'enseignants et de cours déployés que par rapport à la perception des enseignants vis-à-vis de la FAD qui a été, c'est ça, dont la transition a été comme plutôt raide. Donc, c'est sûr qu'il faut présumer là, que ce nouveau contexte-là là, a considérablement teinté les réponses des participants, malgré le fait qu'on leur demandait de s'attarder à leurs expériences de FAD préalables à la pandémie. C'est sûr qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui avait été vécu là, dans les derniers mois. Finalement, l'outil de collecte en soi aussi avait été élaboré dans un contexte pré-pandémique. Donc, c'est sûr que ce n'était pas nécessairement ajusté à 100% là, à la situation actuelle. Deuxièmement, c'est sûr qu'il y a un volet qualitatif qui est vraiment important au projet, mais qui fait en sorte que beaucoup des résultats qui ne sont pas généralisables. Là, dans le fond, c'est le propre de la méthodologie qualitative. Là, quand on utilise moins de statistiques, on arrive moins là, à des résultats qui peuvent justement être statistiquement significatifs. Mais on trouvait ça vraiment important, comme on l'a mentionné, d'aller vraiment avec des entrevues de front parce que c'est ce qui nous permettait d'avoir le portrait le plus complet possible des expériences vécues, des enjeux qui étaient rencontrés. Finalement, c'est sûr que le modèle ASUP en tant que tel, au départ, il a été créé, il a été réfléchi dans un contexte d'études supérieures européennes.
Donc, il y a comme eu, dans le fond, un clash, là, si je peux dire, entre le modèle européen et le modèle québécois. Donc, oui, nous, on a essayé de pallier à ça en proposant 3 dimensions supplémentaires qui s'inspiraient là, du contexte du réseau collégial québécois, là, donc la formation, l'accompagnement, l'évaluation. Mais c'est sûr qu'il s'agit là, de 2 populations distinctes. Là, donc, il n'est pas possible de présenter le modèle ASUP+ comme étant entièrement adapté au contexte du Québec là, dans le moment. Mais c'est sûr que ça serait intéressant de le faire, là, de l'adapter dans le cadre d'un autre, peut-être d'un autre projet. Donc, je laisse la conclusion à René. Bien, la conclusion, en fait, bien, les 3 nouvelles dimensions, on comprend que ça aide à contribuer à augmenter la chance de réussite des enseignants qui font une transition. Donc, vous avez vu un peu les recommandations. Je pense qu'il faut en tenir compte de ces éléments-là qui sont importants. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des enseignants se positionnent vraiment dans le paradigme de l'apprentissage. Comme je dis, c'est une bonne nouvelle. Donc, on engage les étudiants. On sait que c'est un facteur de réussite important au collégial, l'engagement dans ces études. Ça fait qu'on peut quand même dire que l'engagement, si c'est de la formation de ça, plus on s'engage dans ces études, plus on peut réussir. Mais il y a encore place à l'amélioration parce que vous voyez que dans les commentaires, ce n'est pas tout à fait encore, comme on pourrait dire, feng shui dans le détail de la logistique et de l'accompagnement. L'exploitation des outils numériques pour solliciter l'engagement dans l'apprentissage, ça c'est intéressant. Il y en a qui sont allés loin, dépendamment de leur expérience, leur maîtrise des outils également. Puis accompagnement soutenu des enseignants pour la maîtrise des outils, bien ça, il faut encore travailler là-dessus pour qu'ils partent de l'outil et qu'ils fassent des transformations pédagogiques, des utilisations pédagogiques de ces outils-là. Donc, ça, il y a un accompagnement important là-dessus. Puis, autre avenue de recherche pour tester statistiquement, comme on vient de le dire, il y aurait des. En fait, il pourrait y avoir une autre phase à ce projet-là qui pourrait être lancée s'il y a des gens qui s'intéressent pour lancer un prochain PAREA. Ça pourrait être un sujet de recherche. Il était 47, il nous reste à peu près 13 minutes pour des questions. Juste vous dire que vous allez avoir accès, avec Fadio, vous allez avoir accès à la rediffusion de la vidéo. Mais on va vous mettre le lien vers le projet, là, le rapport qu'on va terminer cette semaine, en fait, parce que là, on a eu des petites coquilles puis des choses, fait qu'on veut vous soumettre, mais c'est très intéressant à lire pour les récits de pratique des enseignants. Là, il n'y avait pas grand-chose de fait là, par rapport à ça. Ça fait que c'est vraiment intéressant de y avoir accès. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vais arrêter le partage. Voir un petit peu en plus grand. Et merci beaucoup, René et Sarah-Jane. On a noté là, quelques questions justement pendant votre présentation. Donc, on a Alexandre Nkeli qui demandait, est-ce que c'est un défi de rédiger des récits de pratique en maintenant l'anonymat? Ah, oui, je dirais qu'il y a tout un. Moi, j'ai appris tout un protocole par rapport à ça, là, nommer nos sources, faire disparaître l'association. Non, mais Sarah, peut-être, tu peux y aller plus sur la méthodologie. Oui, ben en fait, c'est ça, d'un point de vue très, très terre à terre, là, l'ensemble des entrevues ont été transcrites là, dans des documents Word. Puis par la suite, on prenait dans le fond chaque réponse aux questions qu'on mettait dans un document Excel, puis c'était détaché par la suite là, complètement de l'entrevue. Donc, c'est sûr qu'on n'avait pas le choix de respecter là, c'est ça, certains protocoles. Puis comme j'avais mentionné, là, le projet a passé à la certification éthique de l'ensemble des collèges. Donc, on avait vraiment un protocole qui assurait la confidentialité et l'anonymisation. Voyons, excusez, il est 5 heures pour tout le monde. L'anonymisation des données. Mais ça, après, on fonctionnait juste par numéro, on perdait la trace d'où ça venait. Oui, c'est ça. On avait vraiment juste les extraits d'entrevues qui étaient associés à certaines thématiques sans les noms. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si ça, je ne sais pas, Sarah, si tu fais une conclusion. Sinon, ben écoute, vous allez avoir le document. Si vous avez des commentaires par la suite, ça peut être le fun. C'est quelqu'un qui dit, ben je veux me lancer dans votre suite de projets. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Qu'est-ce qu'il a lancé? Mais c'était très, moi, comme expérience personnelle, je trouve ça très intéressant. Là, évidemment, ça amène, je suis très dans le pratico-pratique, mais d'amener ça à un autre niveau dans la recherche, c'est vraiment intéressant là, personnellement par rapport à ça, de jaser avec des profs qui vivent différentes réalités aussi. On a,
En fait, on a une petite conclusion. René, je pense que Sarah, là, elle a peut-être eu un petit problème technique, donc je vais prendre le relais pour Oui, je suis de compléter, retour. pour vous remercier également, là, René et Sarah Jane. Alors, si Sarah est de retour, tu peux reprendre ta place si tu le veux bien. Je suis vraiment désolée, donc tout a disparu, mais je suis bien contente de savoir que pour vous, ce n'est pas le cas. Donc, merci beaucoup René et Sarah Jane. Donc, merci aux participants également d'avoir été avec nous. J'en profite pour vous inviter à aller remplir notre formulaire d'appréciation des activités. Vous avez justement à l'écran le code QR et l'URL, donc monurl.ca /apprécier FAD 23. Ensuite, je vous rappelle que si vous participez à 3 activités de la semaine de la FAD, vous pouvez aller récupérer votre badge numérique, toujours en suivant le code QR et l'URL qui sont à l'écran. Donc, un grand merci à notre partenaire, le cadre 21, toujours très heureux de collaborer avec eux pour nos badges. Et je tiens aussi à remercier donc, nos partenaires de l'événement. Ils sont tous nommés à l'écran juste ici. Un grand merci au ministère de l'Éducation pour le financement qui nous permet justement de tenir la semaine de la FAD 2023. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle soirée. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a que j'ai revu là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois aujourd'hui. Donc, 4 belles activités qu'on a passées ensemble. Encore une fois, merci René, merci Sarah Jane. Merci à tous les participants, participantes qui prennent le temps et qui font confiance à Fadio pour leur développement professionnel. On apprécie beaucoup. Je souhaite un beau souper, un bel apéro, puis on se revoit demain matin. Bye bye.